Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Les grands témoins de l'actualité, le débrief de la semaine politique en première heure a été une bonne entrée en matière pour que notre grand témoin de l'actualité nous présente justement ses travaux dans quelques instants, la chasse à l'homme au Rassemblement national, devenu sport national en politique et qui, notre invité va nous le démontrer, en réalité est totalement contre-productif. Bonsoir Mathieu Boccoté. Bonsoir. Le totalitarisme sans le goulag, c'est le titre de votre livre aux Presses de la Cité. À première vue, je dis bien à première vue, c'est un peu fort l'idée d'une France totalitaire. Pas seulement, je ne réserve pas mon commentaire à la France. Je dirais partout dans le monde occidental, aujourd'hui, ce qu'on a appelé, je reprends la formule de Jean-François Revel, la tentation totalitaire s'est réactivée. Donc quand j'entends tentation, je parle d'un processus, je ne dis pas une société aboutie, achevée, donc on se comprenne bien. Quelle est cette tentation totalitaire dont je parle? Je la crois consubstantielle à la modernité. Comment s'exprime-t-elle? Avec la prétention qu'ont certains d'avoir le monopole du juste, du vrai et du bien. On appelait ça au XXe siècle les religions séculières. Ce qu'on appelle aujourd'hui la bien-pensance, d'une certaine manière. Mais ça va un peu plus loin que ça. Parce que la bien-pensance, on pourrait dire que c'est le snobisme médiatique. Alors là, ça va un peu plus loin. Il y a cette idée que, vous savez, les religions politiques, autrefois, le propre du paradis, c'était dans l'autre monde. Et la modernité a dit non, la société parfaite est possible en ce monde. Une société délivrée du mal, délivrée de ses contradictions. Une société où l'homme serait en pure harmonie avec la société, une société utopique en quelque sorte. Et ça, c'est ce que cette utopie a pris plusieurs visages, dont le communisme en est un visage, le fascisme à sa manière en est un visage. Or, au XXe siècle, on a les deux expériences totalitaires, le nazisme et le communisme, qui les deux, comme on dit, des catastrophes épouvantables. On a retenu, je crois, la leçon du nazisme, on l'a retenu véritablement. Je ne suis pas certain qu'on ait retenu la leçon du communisme, mais sur le fond des choses, ce qui me semble essentiel, c'est que nos sociétés aujourd'hui réactivent cette tentation utopique, cette tentation totalitaire. Comment? Aujourd'hui, le nouveau paradis promis, c'est la société inclusive, la société de la diversité, la société de l'accomplissement de toutes les identités. Mais évidemment, si vous n'êtes pas partisan de ce modèle de société, on vous accuse d'être au mieux un réactionnaire infréquentable, au pire probablement un retour du fascisme dans nos sociétés. Et dès lors, si vous incarnez le mal en politique, si vous n'êtes pas simplement celui avec qui je suis en désaccord, mais vous incarnez vraiment le mal, et le mal aujourd'hui on le nomme extrême droite, eh bien dès lors il est légitime au mieux de vous censurer, au pire de vous congédier aux marges sociales, de vous déchoir de vos droits civiques, on le voit aujourd'hui de plus en plus. Et bon, on n'est pas dans un scénario où on condamne les gens à mort, évidemment. Mais l'idée de mettre en prison ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie dominante, elle circule de plus en plus en Occident. Mais qu'est-ce que c'est que l'extrême droite aujourd'hui par rapport à l'extrême droite dans les années 80 ? Alors moi, je pose la question, en fait, c'est le concept même d'extrême droite qui me semble causer problème. Et je m'explique. Si vous cherchez une définition rigoureuse de l'extrême droite, qui permettrait globalement de faire tous s'entendre autour de cette définition, quitte ensuite à diverger sur que faire devant cette mouvance politique, cette définition n'existe pas. L'extrême droite, comme concept, me semble-t-il, ça apparaît, effectivement, ça réapparaît vraiment dans les années 70, 80. Et qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça sert globalement à désigner la part de la droite qui ne se soumet pas aux diktats moraux de la gauche. Je m'explique. Il y a donc une droite républicaine qui n'est jamais si heureuse que d'être bien traitée dans Télérama, disons ça comme ça, qui rêve de faire la une de l'Obs. Donc vous diriez qu'en France, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chaban-Delmas, Raymond Barre, etc. Ils ont basculé. Obéissaient d'une certaine manière aux diktats de la gauche. Je pense que certains ils ont fini par faire leur politique. Jusqu'aux années 90, il y a un moment d'hésitation. Rappelez-vous Villepinte pour la droite en 90, les réflexions sur l'identité française, sur le rapport à l'islam, sur l'immigration. C'est assez vite. Oui, donc c'est arrivé un peu après. On va dire que c'est arrivé un peu après. Mais ce qui me frappe véritablement, c'est que... qu'il y a un homme de droite dans les années 70, je ne veux pas vous contredire, mais qui soit en accord avec ce que proposait François Mitterrand. Ah non, mais la question n'est pas là. La question est de savoir que la droite au pouvoir ensuite laisse faire ce que la gauche a fait chaque fois. Et j'y reviens, le concept d'extrême droite en fait sert à désigner ce que j'appelle le méchant du moment. Le concept, donc chercher un contenu significatif, efficace, descriptif à la notion d'extrême droite. La définition ne mord jamais. Ces derniers temps, prenez l'exemple du RN. On nous disait c'était à cause des propos de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale. Propos effectivement absolument condamnables. Sa fille, en 2012, dit c'est le summum de la barbarie, l'Holocauste. Rupture très nette. Sa fille condamne le père en disant, au point même de l'exclure de son parti. Et pourtant, on continue de l'assimiler à l'extrême droite. Alors là, on pose la question. Il en a beaucoup été question cette semaine. Absolument, c'est frappant. De ce point de vue, mon livre rencontre la conjoncture. Or,
on pose la question, mais qu'entendez-vous par extrême droite pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle? Les arguments utilisés, il y a par exemple, elle veut sortir de l'Europe. Je m'excuse, mais la sortie de l'Europe, si c'est un critère pour marquer à l'extrême droite, ça commence à être assez large. On nous dit qu'elle est favorable à la rupture avec l'État de droit, ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Mais je m'excuse, mais le général de Gaulle lui-même disait que la souveraineté populaire et l'État vont au-delà des préférences des juges. On nous dit qu'elle mise sur le référendum qui sera un instrument populiste favorisant la tyrannie de la majorité et dès lors nous conduisons au seuil du fascisme. Si l'usage du référendum est un marqueur d'extrême droite, alors là, encore une fois, j'essaie de comprendre cette définition. Traversons l'Atlantique un instant. Querelle toute récente au Québec autour de la question des drag queens dans les bibliothèques scolaires. D'accord. Drag queens, donc des hommes qui se déguisent. Vous allez voir, c'en est un. Des hommes qui se déguisent en femmes hypersexualisées pour aller lire des contes aux enfants de 5 à 6 ans. Des parents s'opposent à la présence de ces drag queens à l'école. Réponse des commentateurs politiques pour l'essentiel, eh bien, voici bien le nouveau visage de l'extrême droite qui refuse l'expression de la diversité, incarnée cette fois par les drag queens. Alors, qu'est-ce que le sens de mon propos ici? C'est que dès lors que la gauche décide de me présenter une nouvelle revendication comme un progrès sociétal absurde, irréversible, qui s'y oppose sera extrême droitisé. Et j'en arrive à cette formule qui m'amuse un peu, mais c'est pour ça que je la reprends. Malraux disait « Tout le monde a été, est ou sera gaulliste », mais je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde a été, est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite. Mais alors aujourd'hui, l'extrême droite est devenue une sorte d'insulte, une sorte de fanion qu'on agite. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez du Rassemblement national qui voudrait participer à cette grande marche contre l'antisémitisme dimanche? On sait qu'il y a eu une faute de quart de Jordan Bardella qui, dans une interview, a dit qu'il ne savait pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite. Bon, faute de quart, effectivement, puisque Jean-Marie Le Pen, il suffit de regarder 2 ou 3 punchlines des années 70-80 pour voir que oui, il était quand même antisémite. Et deuxièmement, il a été condamné pour ça. Bon, mis à part ça, est-ce que le RN aujourd'hui est un parti d'extrême droite? Permettez-moi de retourner la question un instant. Vous allez voir en quel sens. Vous êtes jésuite en plus de tout ça? Pas du tout, d'aucune manière. Gérard Larcher et Mme Braun-Pivet disent qu'il faut faire la grande marche de l'union de la France, l'union sacrée, l'unité de la France. Donc c'est un appel à l'union du pays, c'est fondamental. 42% des Français ont voté pour Marine Le Pen. Qu'on apprécie ou non Marine Le Pen est pour moi une question secondaire. On peut être d'accord ou en désaccord avec elle, pour moi c'est une question secondaire. Je note simplement que si on explique que la nation rassemblée présuppose l'exclusion de 42% des électeurs, ce n'est plus la nation rassemblée. À un moment donné, et ça je pense que c'est une des tentations, j'utilise la formule parce que certains s'en réclament, de l'extrême centre, c'est qu'on est aujourd'hui... Ça c'est Emmanuel Macron qui se réclame de l'extrême centre. Mais il n'est pas le seul, il n'est pas le seul étonnamment. On se retrouve aujourd'hui dans les sociétés occidentales avec une élite, une forme de technocratie, mais pas seulement, qui dit « nous sommes la démocratie, nous sommes l'État de droit », contre un peuple factieux travaillé par la tentation populiste. Dès lors, on doit protéger la démocratie contre le peuple. C'est assez étonnant, et on l'a vu au moment de la présidentielle, encore une fois. Donc, à la question... qui est posée presque rituellement, est-ce un parti d'extrême droite? Je retourne la question, qu'est-ce que l'extrême droite? Et je vous dirai si c'est un parti d'extrême droite ou non. Alors du coup, j'entends votre non-réponse, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, le RN ne serait ni d'extrême droite, ni d'extrême droite. Pour reprendre votre rhétorique. Mais je dirais que pour que je vous réponde sérieusement, ça impliquerait, parce que je vais vous raconter une anecdote. Au fil de la présidentielle, au cours de la campagne présidentielle, j'ai eu l'occasion quelquefois, souvent, d'interviewer des politiques qui nous mettaient en garde contre l'extrême droite. Ils disaient faut se mettre, l'extrême droite c'est dangereux, il faut se mobiliser contre elle. Alors, j'avais le privilège de leur poser la question. Pourriez-vous me donner une description de l'extrême droite? Parce que ça a l'air terrifiant ce dont vous me parlez. Et j'aimerais moi aussi avoir peur avec vous. J'aimerais participer au barrage contre la bête immonde. Mais puis-je avoir quelques critères pour être capable de la reconnaître? Et là, je ne mens pas, les politiques eux-mêmes, au moment d'y répondre, je me rappelle l'un d'entre eux qui me dit « Vous me posez une question digne de Sciences Po ». Qui vous dit ça? La politesse m'interdira de dire de qui je parle, mais c'est une figure importante de la vie politique française. De gauche ou de droite? De droite. Une autre va me dire « C'est s'opposer à la 5e République ». Je réponds « Alors ça veut dire c'est Jean-Luc Mélenchon qui veut la 6e République ». On me dit « Vous êtes de mauvaise foi ». Mais de quelle manière? Vous nous expliquez que le diable est devant nous. Vous nous expliquez qu'il représente la plus grande menace pour la démocratie. J'aimerais moi aussi lutter contre ça. Je suis démocrate. Mais pour être capable de lutter avec vous, dois-je être capable de reconnaître l'ennemi. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la formule extrême droite est utilisée
toujours... À tout bout de champ. À tout bout de champ, exactement. Pour être capable de marquer du signe de l'infréquentabilité quelqu'un, c'est l'argument olfactif. Vous êtes nauséabond. C'est toujours ces gens-là pensent du nez, comme j'aime dire. Or, mais lorsque vient le temps de la définir aujourd'hui, parce que par exemple, Marine Le Pen, on nous dira l'antisémitisme. Je pense que même ses pires adversaires conviennent que la question de l'antisémitisme ne se pose pas pour elle. On nous dira la question de l'Europe. Mais je m'excuse, mais si le fait d'être favorable au primat du droit national sur les traités européens, c'est d'extrême droite, eh bien Michel Barnier... Parce qu'elle a eu d'autres propos avant. Lesquels? Il y a eu des questionnements de Marine Le Pen, notamment ça faisait partie de ses campagnes présidentielles précédentes, où elle disait qu'il serait peut-être bon de sortir de l'Europe. C'est parfait, sortir de l'Europe en tant que tel. Est-ce que les Britanniques sont globalement d'extrême droite pour avoir fait le Brexit? D'accord, là-dessus je vous suis. Très Alors, bien. on peut poursuivre les autres exemples. Le référendum. Le référendum, c'est au cœur de la conception gaulliste de la démocratie. Et qu'on se comprenne bien, mon propos ici n'est pas de défendre Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou qui que ce soit. Non, mais c'est ça, il s'agit de... Si on parle de Marine Le Pen, pendant des années, là, c'est assez récent ce phénomène des gens du RN de se dire attention, on n'est pas d'extrême droite. Mais ils l'ont pas dit depuis... Ah si, 2012. Je cite dans l'ouvrage un échange entre Marine Le Pen et Ruth Elkrief qui dit vous êtes d'extrême droite et elle conteste la chose. Et Ruth Elkrief, elle dit en quoi suis-je d'extrême droite? Et Ruth Elkrief donne sa définition. Globalement, on fait un échange. Puis sortie de l'Europe, préférence pour le cadre national plutôt que pour le cadre européen, je l'ai dit. Méfiance envers le gouvernement des juges. Et on a aussi la définition de l'extrême droite. Très bien, mais si c'est ça la définition d'extrême droite, on saura. Mais pour l'instant, je constate que le terme est lancé, jamais revendiqué. Notez, la plupart des familles politiques en France, lorsqu'on dit socialiste, conservateur, libéral, gauche, ce sont des termes qui sont revendiqués. Les gens se définissent par cela. Extrême droite, c'est un des seuls termes par lequel les gens, on le lance aux gens, mais ils disent non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. C'est un terme qui sert non pas à décrire, mais à décrier. Et j'irai plus loin, c'est ce que j'appelle la théorie du masque. C'est-à-dire, on nous dira toujours, mais elle se cache, l'extrême droite. Elle se dissimule. Elle est rusée. C'est finalement l'argument du diable. Hein. Sa plus grande ruse consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas. Ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est la même chose. Alors moi, j'ai pas de passion particulière pour ce concept. Je constate simplement qu'il dérègle complètement la vie politique et empêche les débats intelligents au nom de cordons sanitaires et d'autres pratiques un peu étranges. Ouais. Et puis avec des exemples que vous citez dans votre livre, comme Jean-Luc Mélenchon qui a associé le CRIF à l'extrême droite, ou encore Fabien Roussel qui fut assimilé à l'extrême droite parce qu'il avait chanté la gastronomie française. Oui, assimilé à Doriot. Exactement, à Doriot. Qui est un ancien communiste. Par Madame Chikirou. On va se retrouver dans un instant, Mathieu Bock-Côté, pour votre livre Le totalitarisme sans le goulag. C'est aux presses de la Cité. A tout de suite sur Europe 1. Et notre grand témoin de l'actualité sur Europe 1 de ce vendredi, c'est Mathieu Bock-Côté, sociologue, essayiste. Vous le suivez bien sûr. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec mes oreillettes et je vais bientôt m'étrangler. Et vous le suivez bien sûr sur CNews. Mathieu Bock-Côté, vous signez Le totalitarisme sans le goulag aux éditions des presses de la Cité. Vous avez la gentillesse de citer mon compatriote Czesław Miłosz qui dit une phrase assez intéressante, qui dit que dans les démocraties populaires, l'enjeu de la lutte, c'est le rhin sur les esprits. Il faut mettre l'homme en état de comprendre. C'est un grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas grand-chose. Alors, c'est Miłosz, qui est pour moi un auteur absolument exceptionnel. Si on faisait une anthologie des grands écrivains, des grands penseurs de l'antitotalitarisme, il y aurait Miłosz, Orwell, Kessler, Huxley, quelques autres, mais d'abord Miłosz. Parce qu'il a vécu. Oui, il a vécu le la pensée totalitarisme de très près. Mais lisez ou relisez La pensée captive, et ce qui est frappant, c'est que moi j'ai l'impression de voir une description très fine des milieux intellectuels occidentaux contemporains. Ah ben oui. On parle d'Europe de l'Est, et pourtant on parle de nous aujourd'hui. Et ce que nous dit Miłosz avec cette idée qu'il faut mettre la population en état de comprendre, c'est que le propre de ce qu'il appelle des régimes idéocratiques. Un régime idéocratique, donc fondé sur une forme de vérité révélée, c'est que tous doivent communier à cette vérité révélée. Et si quelqu'un est en désaccord avec le dogme imposé à l'ensemble de la population, il est traité comme un hérétique. Dès lors, la société est transformée en camp de rééducation permanent. Camp de rééducation d'où aujourd'hui, mais avec des messages qui tournent en boucle aujourd'hui sur la question de justement tout le discours diversitaire et notamment sur les points les plus, je dirais, sensibles du discours diversitaire. La question de la théorie du genre est aujourd'hui une des plus importantes qui soit. Parce que vous, moi, la plupart des êtres humains depuis les origines de l'humanité jusqu'à il y a 5-6 ans, on pensait pouvoir distinguer assez spontanément ce qu'était un homme et une femme. Oui. Or, aujourd'hui, on nous répète, rappelez-vous, 2022 en France, au mois d'août, on nous dit, c'est le planning familial, un homme, nous le savons, peut être enceinte. Bon. Et
il y a une polémique, et Isabelle Rome, qui est ministre de l'égalité des sexes, se porte à la défense du planning familial en s'inquiétant de la transphobie de ceux qui ne sont pas d'accord avec cela. C'est l'ancienne ministre. Hein. Bien sûr, Ouais. c'est la ministre à ce moment. Ouais. Or, on comprend donc qu'une ministre importante de la République française assimile à la transphobie cette idée qu'un homme ne puisse pas être enceint ou enceinte, je ne sais pas exactement comment dire. Or, qu'est-ce qu'il y a à travers ça? Donc, il y a un conditionnement médiatique généralisé, un conditionnement politique. Les grandes entreprises, quoi qu'on en dise, se sont ralliées globalement à ce discours. C'est le capitalisme woke dont parlait Anne de Guigné, je crois, dans un livre d'ailleurs aux presses d'assister il y a un an ou deux. Donc, autrement dit, il y a une idéologie dominante. Et ce qui me frappe, c'est que ceux qui sont en désaccord, qui ne répètent pas la formule du jour, sont traités comme des hérétiques, sont traités comme des réfractaires et sont condamnés souvent à une vie de dissidents. Je donne des exemples dans le livre, dans le dernier chapitre. Nigel Farage. Nigel Farage, qui est une figure importante dans le combat pour le Brexit. On peut aimer ou non, la question n'est pas là. Nigel Farage était dans une banque privée, un homme qui avait fait un peu fortune, et là, il est chassé de sa banque. On lui dit, parce que vous êtes un mauvais client, et on répète publiquement, pour le marquer publiquement, c'est un mauvais client, il n'y a plus sa place ici. Mais il y a une fuite, et on apprend qu'il a été chassé de sa banque à cause de ses préférences politiques et idéologiques. Donc là, ça crée une controverse au Royaume-Uni, mais des querelles comme ça, là, on les voit en France aussi, on les voit partout dans le monde occidental. Je donne un exemple aussi qui me semble assez important. Dans une petite ville française, un jeune est embauché comme policier municipal l'été. Et là, la presse locale dit, vous savez, c'est un militant reconquête. Et là, scandale, mais et là, celui qui a embauché dit, ouais, je peux pas le virer juridiquement, mais j'ai oublié de le googler, mais sachez qu'on m'y reprendra plus. La prochaine fois, je vais le passer sur Google pour filtrer finalement les employés municipaux selon leurs préférences idéologiques ou non. Donc, il y a des conséquences à cette diabolisation. Et vous le noterez, moi, je pose la question dans le livre parce que ça m'amuse un peu. On nous dit, un homme d'extrême droite. Moi, j'aimerais savoir à partir de quel seuil on arrive à l'extrême droite. Est-ce que c'est une idée d'extrême droite? 2 idées d'extrême droite, une majorité d'idées d'extrême droite, certaines idées d'extrême droite ou non? Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que l'extrême droite? Et on arrive à ce point d'interrogation majusculaire. Une citation importante et qui m'a fait un peu froid dans le dos. Vous citez François Héran, qui est un chercheur démographe au Collège de France, je ne me trompe pas. Et qui dit le peuple français n'a eu droit à aucune continuité historique. Ah bah oui. Alors ça, vous savez, devant l'immigration massive aujourd'hui, plusieurs ont le souci de la continuité historique. C'est-à-dire, globalement, il y a un peuple historique français et les gens venus d'ailleurs s'y assimilent et la continuité est assurée par le fait qu'il y a une majorité historique pesante de ce peuple et on s'y assimile. Il nous dit c'est une illusion. Il n'y a pas de continuité historique. Donc, s'il n'y a pas de continuité historique et qu'il n'y a pas d'identité substantielle, vous risquez pas de disparaître. Vous ne risquez pas la mise en minorité dans votre pays puisque vous n'existez pas. Et ça, c'est l'argument nouveau en matière d'immigration massive qui est un de mes arguments préférés. On nous dit vous ne risquez pas la mise en minorité, vous ne risquez pas la submersion migratoire parce que vous n'existez pas. Donc si vous n'existez pas, vous risquez pas de disparaître. C'est du génie. Juste une petite constatation, la une de Paris Match, Mathieu Bock-Côté, c'est le cardinal français dont tout le monde parle, François Bustillo. Est-ce que cette une, c'est un parti pris aussi pour dire, voilà, Paris Match, c'est un journal français? Est-ce que vous n'entendez pas déjà certaines critiques en disant, ah tiens, il y a un cardinal en une d'un journal français? Non, je pense que la presse en général, on est encore dans un pays... La fameuse bien-pensance dont vous parliez? Alors, il faut comprendre, quand on parle de bien-pensance, quand on parle d'idéologie dominante, on ne parle pas d'idéologie obligatoire formellement. On est dans un moment de tension historique. Un moment de tension historique, pourquoi? Parce qu'on a encore les institutions de la démocratie libérale, parce qu'on a encore les libertés publiques, mais on a une idéologie qui les vide de l'intérieur, qui les dévore de l'intérieur. Donc, il y a encore des résidus. Donc, je dirais qu'on a des libertés résiduelles. On a une souveraineté résiduelle. La souveraineté parle du Parlement, par exemple. Le Parlement a des pouvoirs, mais de moins en moins par rapport aux juges, à l'administration et tout ça. Donc, nous avons les libertés résiduelles d'une démocratie libérale agonisante. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait ce genre de couverture en France. Vous aimez la France, vous? Ah, passionnément. Ben voilà. Merci Mathieu Bock-Côté. Le totalitarisme sans le goulag.